Bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. Bonjour à tous, je suis Lionel Baucher et pour ce second épisode de 2022, la team est au complet avec Marion Ricordo et le quatuor international Cyril Le Gouern, Julien Fontaine, Olivier Perron et Gurvan Boni. Hello tout le monde. Salut. Salut. Allô. Bonjour. Salut. Alors comment vous allez bien ? Quator international, Balilon, c'est envoyé du pâté. Oh là là. Il y a deux étrangers entre Cyril Le Gouern au Canada et Julien au fond de sa vallée. On déjà a deux droits d'en avoir trois avec si la Normandie un jour devenait indépendante. C'est pas prévu. Bon alors, qui a joué au golf ce week-end ? Moi, j'ai revendu mes clubs à Monsieur Trocathlon à l'occasion, donc pub pour Decathlon. Allez, on va commencer le placement de produits. Si jamais tu as des clubs de golf ou des vêtements de sport et que tu ne les utilises plus, Trocathlon, tu peux les retourner dans ton magasin et ils te peuvent ensuite, si le produit est vendu, tu peux les récupérer d'argent sous la forme de bons d'achat. Ce qui est une très bonne initiative pour les gens qui, par exemple, ont fait par exemple un paquet d'années de golf et qui se séparent éventuellement d'une série de clubs qui a un peu vieilli et qui permettent donc de filer des clubs un peu moins chers. Pour moi, en l'occurrence, voilà, je vais m'acheter des Inesis. Les Inesis mettent un petit peu de temps, plus de temps à arriver que prévu. Donc, je suis retourné avec mes clubs, mais donc, je n'ai pas joué depuis 3 semaines. Ah, tu fais un placement de produit et derrière, tu t'auto-détruis, quoi. Non, c'est une super initiative qu'une marque par elle-même organise la récupération, en plus, pas uniquement de ses marques. Donc, si tu as des produits North Face, Columbia ou ce que tu veux, et que ton magasin Decathlon fait un Trocathlon, par exemple, plongée, golf ou je sais pas quoi, tu peux aller retourner et puis c'est top. C'est de l'économie circulaire, c'est bon pour l'environnement, pour la société, donc c'est bon pour le golf. Ouais. Tiens, d'ailleurs, petit aparté, j'ai fait l'enregistrement du Bazar des golfeurs pour Parlons Golf. Et le Bazar des golfeurs, ils sont pas mal aussi avec en vente et achat de matériel d'occasion. Ça marche quand même plutôt bien. Hein. Bon, voilà. Donc, Olivier, tu reviens du Portugal, mais tu n'as pas joué au golf. Trop de golf, le choix était trop difficile. Voilà. Et c'était du pur tourisme. J'ai laissé les clubs à la maison. Ça fait parfois du bien. Bon, Cyril, tu es comme moi, tu es toujours sous la neige. Ouais, on est pris, on attend, patience. Et Julien, il fait quel temps chez toi, Julien ? Il fait superbement beau. Mais ce sont les vacances, donc la station balnéaire dans laquelle je suis est assez remplie. Donc j'ai été jouer au golf de Tarbes l'hippodrome et j'ai dû taper 3000 putts sur des superbes greens. Donc je conseille à tout le monde d'aller s'entraîner là-bas. Bien, alors, le programme de cette émission, côté actualité, on va s'intéresser au récent Phoenix Open, puisque on a vu quelques images de liesse autour du trou 16. Donc, on va reparler de ça, à savoir si ces images sont-elles bonnes pour le golf. Côté pratique, la recherche de la distance, est-ce un combat pour les amateurs comme nous ? Faut-il qu'on s'entraîne à taper plus loin comme les professionnels ou est-ce qu'on peut quand même s'amuser au golf et jouer au golf sans taper aussi fort ? Et puis, on finira avec le golf professionnel et la question, le golf tricolore va-t-il devoir son salut aux filles en 2022 ? Et bien évidemment, la conclusion du podcast se fera avec notre ami Julien et le quiz aussi international que l'équipe. Et à propos du quiz, est-ce qu'on continue à appeler ça un quiz ou on appelle ça plutôt « je pose des questions à tout le monde et toi tu y réponds, Lionel ». Quelle indécence. Quel manque de respect. Tu sais que tu es le plus fou là, tu ne devrais pas nous parler comme ça. On verra peut-être. Bon, j'ai bien reçu ton rib, Julien. Merci. Alors, l'actu de ces derniers jours, ça pourrait être la Saudi Golf League, tant les infos ou les intox tombent chaque jour. Mais comme on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, on va faire une pause. On va attendre le communiqué plus officiel attendu pour la semaine du Players, a priori, puisqu'on saura quelques noms seront dévoilés à ce moment-là. Du coup, on va revenir sur les images du Phoenix Open qui ont circulé bien au-delà de la sphère golf sur les réseaux sociaux, notamment avec des jets de bouteilles de bière en célébration des trous en un et
autre joli coup de golf dans le stadium qui entoure le par 3 du 16. Alors, on sait que cette semaine du tournoi est toujours fun et un peu dingo, mais les images mises en avant, auxquelles on peut ajouter celles des 2 joueurs américains, Higgs et Dahmen, qui ont soulevé et retiré leur polo, est-ce que ces images sont bonnes pour le golf ou est-ce un peu trop? Moi, je trouvais que c'était positif parce que c'est un arrosage assez original des greens. Après, il faut voir comment la petite pelouse, elle accepte les litres d'eau et de flotte ça tombe du ciel. L'aspect positif aussi, c'est que ça rassure éventuellement les garçons comme moi qui sont un peu grassouillés de voir éventuellement un golfeur professionnel qui n'est pas vraiment fit lever son petit haut, quoi. Voilà. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on craint? On craint d'avoir un stripteaseur qui enlève le bas ou voilà. Après, moi, ça me fait sincèrement rire. Ça serait toute l'année, non. Mais là, celui-là, voilà, c'est super drôle. Et si j'avais vraiment été monsieur sponsor, moi, j'aurais essayé de me démerder pour essayer de voir si tu peux pas trouver un robot qui arrive à faire du recyclage automatique un petit peu pour réussir à récupérer les canettes. Comme ça, tu arrives à vendre ton waste management encore un peu plus partout en disant on est aussi les pros de la récupération des trucs qui arrivent un peu partout. Ouais, mais c'était quand même plutôt bien organisé parce que on les sentait prêts quand même. À peine les canettes étaient lancées qu'il y avait déjà toute une équipe qui les ramassait. Ça vous a plu ces images ou quoi? Ça vous a amusé? Ça vous a choqué? Bon, ma première réaction, ça m'a fait rire. Enfin, je me suis dit, les gens s'en foutent, mais après, on sait qu'au waste management, si on y va avec ses enfants, il faut y aller le matin, parce qu'après, les mecs, comme à partir de 11h, ils sont tellement alcoolisés qu'ils ne savent plus comment ils s'appellent. C'est vrai que, bon, on sait que ça peut dégénérer. Ma première réaction, ça a été, oh, c'est énorme. Les gens deviennent fous, mais sont fous de joie. C'est vrai que voir un 3 en 1, c'est spectaculaire. Il y a l'ambiance de foule. On sait que les gens, quand ils sont dans une foule, ils deviennent un peu débiles. Hein. C'est le phénomène de foule. On fait des choses qu'on ne ferait pas quand on est tout seul. Donc ça, c'était assez génial. Après, deuxième réaction, c'est oh là là, l'image du golf que ça va donner. Enfin, finalement, c'est les gros bedonnants qui jettent leurs canettes de bière sur les greens. Moi, ça m'a un peu moins plu parce que finalement, c'est ce que les gens vont penser. Mais finalement, je rejoins Gugu, c'est génial. Enfin, dans un sens, oui, c'est pas une super image de propreté, machin, mais c'est vrai que c'est nettoyé très vite. Mais quand c'est que sur un tournoi dans l'année, on sait que c'est un peu le tournoi de l'excès et c'est le tournoi du divertissement une fois dans l'année. Ouais, enfin, au final, je pense que c'est assez chouette. Enfin, ça peut pas nuire à l'image du golf. C'est pas catastrophique. Moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi sur Dahmen et Higgs. On essaie de faire comprendre aux gens que le golf, ça devient un sport, que les mecs sont des athlètes. Eux, quand ils tombent la chemise, ils cassent tout ce qu'on essaie en train de construire, quoi. Franchement, les mecs, ils ont quand même pas des physiques d'esthètes. Donc ça casse un peu le mythe. Mais en dehors de ça, le fait que les supporters soient aussi énergiques et aussi fous de joie, je pense que ça, en gros, ça rend un peu le golf fun, pas propre, on est d'accord, mais un peu fun. Olivier? Ouais, je pense que ça parle à des amateurs de sport, à des sportifs, dans le côté exubérant, l'enthousiasme, la ferveur. Effectivement, on ne la voit pas souvent au golf. Mais alors, je ne supporte pas ce côté fête de la bière. Le côté excès, à 11h du matin, voilà, ils ne savent plus comment ils s'appellent. Ça, j'ai vraiment du mal. Et je pense, pour moi, c'est pas. Je ne trouve pas que ce soit une bonne image. Pour le golf, tu veux dire. Que, ouais. Ça ruine tous les efforts de la FF Golf quand même sur le développement durable. Et puis d'un autre côté, il y a un excès de testostérone quand même. Et puis bon, si on veut aussi attirer les femmes vers le golf, je suis pas sûr que ce trou-là soit le meilleur exemple. Il faudrait que Bruce Koepka fasse un trou en un. Et lui, là, quand tu vas voir tomber les abdos, là, tu vas faire waouh, 3D. Popov, elle va faire un tournoi féminin là-haut. Hein. T'as vu? Oui, j'ai vu, c'est excellent. C'est excellent. J'ai vu.
Mais non, mais moi j'ai adoré, comme j'avais dit un peu dans la pastille, c'est un de mes tournois préférés, moi. C'est le fun, quoi. C'est sûr que là, c'est professionnel, mais le golf devrait être comme ça, fun, quoi. Quand on joue en tant qu'amateur, là, c'est sûr que c'est pro. Donc, on s'attend à une image, mais qu'on a d'ailleurs pour le restant de la saison. Donc, non, puis ça montre aussi que les gars qui ont un peu d'embonpoint, finalement, ils peuvent finir sur le PGA, hein. Donc, c'est positif, quoi. Et il n'y a pas que des Bryson ou des Rory ou des mecs taillés, effectivement, dans le marbre, hein. C'est bon. Pour nous qui y sont, c'est ça, je trouve que c'est encourageant. Ouais. S'il suffisait d'avoir un physique comme ça pour arriver sur le PGA Tour, on serait nombreux quand même, hein, mais La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'au pire, tu pourras finir sur le Saudi Golf Tour. Et toi, Julien? J'adore ce tournoi. J'ai adoré les images. Et puis, voilà, c'est ce qu'on disait, il y a des retours de non-golfeurs qui m'ont dit j'ai vu les images là, c'est incroyable ce qui se passe dans ce tournoi. Et donc, ça dépasse le cadre du golf. Donc, je trouve que même si c'est avec la bière, c'est positif. Les pros, comme tu disais Cyril, Sofia Popov, mais il y a pas mal de pros féminins qui ont dit on s'est vraiment marré, donc ça leur pose pas de problème. Il y a eu la question de mais c'est des canettes jetées sur le green, ça est-ce que ça va pas nuire à la qualité du green, tout ça? Mais il se trouve qu'apparemment ça n'a nuit qu'à un putt. En plus c'était celui de Cantlay, donc j'étais quand même plutôt content. Après il y a un truc, franchement pour les 3 en 1 je suis d'accord. Mais Justin Thomas qui rentre une approche, il a un chip de 10 mètres et là, ça part en sucette encore. Bon, là, c'est peut-être un peu trop. Parce que là, ça veut dire quoi? L'autre, c'est pareil, Higgs, il rentre un putt de 2 mètres pour par. Et ça part en sucette aussi. Enfin, là, quand ils ont vu qu'il l'avait fait une fois, que c'était rigolo, que ça avait buzzé sur les réseaux, ils se sont dit le lendemain, on le refait dès qu'on peut, quoi. Non, c'était un petit peu exagéré de ce point de vue-là. Je crois pas qu'il y ait des vrais problèmes de sécurité. Sur les canettes qui arrivent sur le green, ça, il n'y a pas de... Mais ouais, non, moi, j'ai adoré les images, et puis, je trouve que c'est une image qui change. Pas de problème. Bon, une fois, parce que ils mettent quand même 15 minutes à ratisser les bunkers, tout, donc tu sais que s'il y a eu 3 en 1 devant toi, bon, ben, tu vas attendre, quoi. Oui, c'est ça. C'était une des réflexions de Justin Thomas, justement, qui disait que pour ce qui était rythme de jeu, c'était quand même moyen, parce que ça ralentissait quand même pas mal le jeu. Qu'après, le côté... parce que c'est Ortiz, non, qui s'est pris une bouteille, ou c'est celui qui a fait le trou en un après qui s'en est pris une. Enfin bon, que côté sécurité, lancer en direction des joueurs, c'était quand même moyen. Mais que pour tout ce qui était ambiance, le stadium et tout ça, qu'il adorait ça, quoi. Que c'était une expérience incroyable en tant que joueur. Moi, en fait, en gros, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que ça fait penser un petit peu aux images qu'on a vues de la Ryder Cup, en fait. Alors, au moins en 2018 pour ceux qui étaient à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en gros, il pleut de la bière. Il n'y a pas eu de gobelet effectivement lancé et jeté. Et moi, ce que je trouve aussi positif, c'est que pour ceux qui pratiquent éventuellement ou qui suivent le foot en France, quand on voit que le fait de lancer de temps en temps des canettes ou des bouteilles d'eau vers les joueurs a tellement des répercussions négatives et que ça devient un drame national et c'en est un. Là, imaginez se dire que quand un mec fait un succès, qu'il soit presque heureux de se prendre en gros, de sortir presque limite son parapluie pour éviter les canettes. Moi, je trouve ça bien dans l'esprit. Enfin, voilà, peut-être que l'année prochaine, ils viendront rouleau de papier toilette pour éviter que ça en foute un peu partout et que ça soit peut-être plus facile à dégager. Mais voilà. Non, mais je pense que l'année prochaine, ils en reviendront surtout au gobelet qui avait pas là à cause du Covid, je crois. Donc c'était aussi ça parce que les gobelets, du coup, tu les lances quand même beaucoup moins loin, quoi. Par rapport aux canettes qu'ils avaient là à cause du Covid, en fait. Donc Marion? Ouais, ce que Gugu a dit, c'est ça. Le truc le dernier joueur de foot qui a pris une bouteille en plastique sur la tête, il s'est roulé par terre pendant 5 minutes parce qu'il hurlait à la mort. Voilà, c'est la différence entre, on compare tout le temps les footeux avec les rugbyman. Bon, voilà, là, on peut les comparer avec les golfeurs. Les golfeurs, c'est des hommes. Ça résiste à une canette de Michelob Ultra en pleine tête. Comme disait Julien, ça a touché au-delà de la sphère du golf en disant « Ah, c'est chouette ». Du coup, ça suscite la curiosité. Ouais.
Et, et la question, c'est est-ce qu'il en faudrait un peu plus? Parce que finalement, c'est qu'une fois par an. Donc, celui qui se dit, bah, tiens, je vais m'intéresser au golf et qui tombe sur The Open derrière, ça va pas être la même ambiance quand même. Enfin, techniquement, il tombe plus de liquide pour The Open que pour le Phoenix Open quand même. Excellent. C'est vrai. T'as rodé ta vanne toute l'année ou? Oh, il est fort. Oh, Non, mais est-ce qu'il en faudrait plus alors, pas chaque semaine, parce que là, on apprécie tous le côté exceptionnel et on attend ça parce qu'il y a cette ambiance stadium, mais est-ce qu'il faudrait plus d'événements un peu plus. On se souvient que l'European Tour avait à un moment sorti une formule avec les hommes, les femmes, de la musique sur chaque trou. C'était. Enfin bon, il y avait. Comment ça s'appelait déjà? Les Sixes, non? Golf Sixes? ouais, Golf Sixes. Donc, en essayant de mettre un peu plus de fun, quoi. Et donc, alors, je dis pas la même chose dans le sens une enceinte avec des mecs qui jettent de la bière, mais est-ce qu'il faudrait pas avoir un peu plus de tournois où il y a un peu plus d'ambiance? Non, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est jouable, mais ça a des vraies répercussions quand même sur le jeu, donc moi de ce point de vue-là, que ça soit Phoenix Open, ok, ils sont engouffrés dans le délire, tant mieux pour eux, pour nous, on peut pas faire ça partout en vrai. Ouais, et puis tu as l'impression que Phoenix Open, c'est pas quelque chose qui est, comment on va appeler ça, fictif ou fortuit. Tu as l'impression qu'en gros, l'histoire du délire a quelque chose que tu peux justifier depuis qu'un petit Tiger, en gros, s'est amusé un jour à faire un super shot et que depuis, ils construisent une histoire, mais tu sens que c'est pas factice. Donc là, si effectivement un tournoi disait à partir de maintenant, en gros, bah, ne peuvent rentrer que les mecs qui sont à plus de 3,5 litres d'alco pour juste être sûr que les mecs sont complètement bourrés. Ah, voilà, mais c'est moi en tout cas sur la Ryder Cup, par moment ça ressemblait à ça, et à aucun moment tu dis que tu es obligé de le faire. Donc s'ils veulent essayer de créer quelque chose de factice, bah on y viendra. S'ils veulent essayer juste, on va appeler ça d'amener au point, un petit peu de musique, un petit peu de musique, enfin un peu comme de temps en temps ils font dans le rugby par exemple ou dans le foot pour essayer d'animer les avant-matchs en mettant un petit peu plus de pyrotechnie, bah ça peut avoir du sens. Mais il ne faut pas que ça soit en essayant de les copier. Ok. Olivier, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, non, je comprends le côté historique que rappelait Gurvan. Effectivement, enfin, c'est pas plaqué, c'est pas artificiel. Et la difficulté, c'est effectivement, enfin, sur des nouvelles formules, de les inscrire, enfin, et que les gens, enfin, y adhèrent. Après, il y a aussi la configuration, quoi. Le fait d'avoir construit des tribunes tout autour du trou, etc., fait que bah, tu te retrouves avec une ambiance stade. Et qui dit ambiance stade, ça devient un peu plus facile de se. Enfin, on l'a vu, comme tu le rappelais, avec la Ryder Cup. À partir du moment où il y a eu des grandes tribunes, etc., il y a eu assez facilement des chants, enfin, même si ça a toujours existé, mais le fait que ça se répondait de la tribune 1 à la tribune du 2, etc., c'est le fait de se voir et d'avoir cet effet de groupe entraîne beaucoup. Donc pour éviter le surfait, ça serait de construire plus de tribunes autour des trous, mais du coup, ça dénature aussi un peu le golf, quelque part. Parce que le golf, c'est quand même des grands espaces et tout ça. Après, il y a des images marquantes, enfin, de foule qui arpentent, enfin, les fairways aussi. Sur la dernière victoire de Tiger Woods au Masters, à un moment, il s'extrait de la foule. Enfin, et donc là, il y a une proximité aussi. C'est peut-être une piste à étudier, voilà, pour attirer du monde, bien sûr. Il y a consensus dans l'ensemble. Je pense que tout le monde a trouvé ça sympa. Et si c'est parce que c'est ce tournoi et que, voilà, je pense que si on le faisait toutes les semaines, déjà, on trouverait ça moins fun parce qu'on le verrait toutes les semaines. C'est aussi le fait d'attendre un an à chaque fois. C'est un peu comme le Masters, quoi. Si ça se jouait toutes les semaines à Augusta, au bout d'un moment, on trouverait ça chiant, quoi. Donc, on va enchaîner avec la partie démocratisation et pratique. Et aujourd'hui, on va plus parler pratique avec le second débat autour de la distance et cette question: gagner toujours plus de mètres, est-ce un combat pour nous les amateurs?
Alors, je commençais par un petit tour de table. Toi, par exemple, Marion, toi, tu es entre les deux, parce que maintenant, tu es amateur, mais avant, sur la fin de ta carrière professionnelle, on parlait de plus en plus de distance. Est-ce que ça faisait partie de tes objectifs? Non. Alors non, mais c'est hyper personnel évidemment, parce que j'avais beaucoup de choses à travailler avant même de penser à travailler. J'étais pas une petite frappeuse entre guillemets, je tapais disons décemment fort. J'ai la chance d'être capable de générer pas mal de vitesse, donc sans faire énormément d'efforts, je tapais déjà relativement fort. Et j'avais beaucoup d'autres choses bien plus importantes à travailler que de travailler sur essayer de gagner de la distance. Je pense que si j'avais eu quelques années de plus et que je m'étais un peu encore mieux, si mon swing avait été un petit peu plus cadré, si tout avait été un peu plus en place, j'aurais pu passer à l'étape suivante qui aurait été de gagner de la distance. Mais j'en suis pas arrivée là parce que j'ai jamais atteint le niveau. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'ai complètement faux. Hein, peut-être que j'aurais dû, mais j'ai eu l'impression de jamais atteindre le niveau de technique qu'il fallait pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui est tout est en place, c'est bon, on attaque quelque chose d'autre. Bon, bien qu'un swing soit jamais complètement en place, il y a toujours du boulot, hein, mais moi j'avais un travail de fond à faire. Et maintenant, je cherche plus la distance. Je cherche à taper la balle sur le fairway. Et pourtant, c'est le sentiment des fois qu'on a en regardant, quand on voit les nouvelles générations, par exemple, sur le practice et tout, c'est à celui qui cogne le plus fort. Cyril, toi, c'est un objectif de gagner en distance? Bon, moi, ça me plairait, ouais, en tant que tel, c'est un objectif, ouais, mais quand je m'entraîne pas, donc c'est perdu d'avance. Mais oui, je pense que pour un amateur, je comprends ce genre de combat. Et puis, effectivement, c'est toujours. Moi, je suis pour le petit jeu. Hein, enfin, je suis un adepte du petit jeu, j'adore ça. Mais je comprends que tu veuilles avoir un club ou deux clubs de moins à jouer sur en attaque de green. Je comprends, même en tant qu'amateur, au détriment c'est ça, d'un autre truc de jeu, quoi, d'un autre aspect du jeu. Julien? Mais, alors, bon, moi perso, ça n'a pas vraiment d'importance parce que j'essaye de progresser un peu partout. Et je me dis que déjà, si je peux progresser autour des greens, ça sera pas mal. Par contre, quand vous disiez on voit des jeunes au practice, c'est à celui qui tabasse le plus fort la balle. En vrai, j'en ai discuté un peu avec des pros et c'est vrai que aujourd'hui, la mise en place, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il faut juste, on va apprendre à taper fort, à aller vite. Et après, on corrigera ce qu'on peut corriger dans ton swing, dans ta mise en place, dans ton truc. Mais c'est aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, que ça commence à arriver et de partout. Peut-être pas pour nos amis espagnols qui veulent juste taper des fer 4 dans des bunkers, mais pour la plupart des joueurs européens et américains, et surtout américains, apparemment, les écoles de golf, c'est on va vite, on tape fort, on voit après, quoi. Donc, Ouais. c'est. Moi, j'ai fait partie de cette génération un peu différente. Tu vois, j'adore ce que tu dis, Julien, parce que je pense que c'est très vrai. Moi, quand je suis rentrée au pôle, etc., au pôle France, et que je suis passée pro, on était dans une génération enfin, moi, je tapais beaucoup plus fort étant gamine. Et en fait, j'ai un cadre qui a voulu, évidemment, resserrer un peu les lignes, ce qui était le bon moment, en fait. Mais on s'est tellement orienté sur remettre la balle au milieu que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de distance. Et je crois qu'en fait, la distance, c'est un peu radical ce que je vais dire. J'espère que je me trompe, mais je crois que c'est quand même quelque chose que tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux gagner un petit peu par rapport à ce que tu produis, mais un frappeur, quelqu'un qui tape pas fort du tout, deviendra jamais un gros frappeur. Il y a une question de fibre musculaire, il y a une question de vitesse, il y a des questions physiques qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables de courir des 100 mètres très rapidement et d'autres qui n'en seront jamais capables. C'est exactement le même principe. Il y a des gens qui ne pourront pas. Après, ils peuvent améliorer leur performance personnelle. Mais c'est pour ça que Julien, il a raison quand il échange avec les pros. Je pense que ces pros-là, ils ont entièrement raison. Il faut que les gamins, dès le plus jeune âge, il faut les
c'est taper fort, déglinguer la balle, et après, on verra comment on la met sur le fairway et sur le green. Mais commencez par essayer de la déglinguer, parce que pour un pro, ça permet de détecter aussi des gamins qui ont des potentiels physiques et de frappe énormes. Pour les adultes, parce que c'est un peu plus le thème du truc, chacun, enfin voilà, je pense qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement de taper fort parce qu'ils prennent juste plaisir, en loisir, à faire une belle promenade. Comme dit Cyril, le mec va prendre beaucoup plus plaisir à faire chip putt à chaque trou que taper des drives à 150 mètres. Ouais, c'est exactement ça. Il y a plein de mecs qui disent ça. Mais moi, je commence à le dire aussi parce que je me rends compte que je ne tape pas très fort par rapport je préfère faire chip putt, tu vois, montrer que mon jeu est solide. Alors finalement, on sort tous les deux avec par alors que tu m'avais mis 45 mètres au drive. Mais en vrai, je taperais 45 mètres plus loin, je ne le dirais pas. Olivier, toi? Perso, je vais plus être en recherche de régularité que de distance. Plus essayer d'être sur le fairway. Et après, ça reste un sujet chez les amateurs comme nous. Mais les amateurs comme nous, moi, je ne suis pas un amateur comme Gurvan. Je ne me considère pas dans la même catégorie d'amateurs. C'est un vrai sujet parce que quand on joue la semaine ou les compétitions du dimanche, quand on manque un peu de longueur et qu'on est toujours derrière les autres, il y a un petit côté frustrant à la longue. Donc je comprends que c'est un vrai sujet. Mais après, on ne travaille pas le golf tous les jours en tant qu'amateur, et on a tellement de sujets à travailler entre le chipping, le putting, le wedging, plus travailler la distance, c'est compliqué de trouver le temps pour bien tout travailler. Donc, moi, je préfère travailler sur ses points forts. On en avait déjà parlé dans un podcast avec Sophie Giquel. On va travailler ses points forts pour gagner du temps d'entraînement. Et puis après, au-delà de ça, il ne faut pas passer trop de temps sur un domaine et puis perdre en fait ce qu'on avait acquis sur les autres. Donc c'est un objectif en tant qu'amateur. Les objectifs sont pas toujours simples à poser. Donc on peut aussi en discuter avec son pro, sur ses objectifs à court et moyen terme, pour organiser son entraînement. Mais c'est quand même un vrai sujet. Et puis taper un long drive, un drive très loin, c'est quand même ça fait plaisir quand même. Oui, voilà. Mais il y a le côté satisfaction quand ça arrive, qui est une fois sur 10. Le champion du petit jeu qui a construit entièrement son palmarès sur le chip putt, Monsieur Gurvan Boni. Je pense que le point relevé par Julien et par Marion est effectivement en gros. C'est-à-dire que moi, je pense que si j'avais un pitchoun, je lui dirais tape fort. Et je pense que c'est ce qui rend le golf beaucoup plus amusant pour les pitchouns. Parce qu'en gros, si effectivement tu as un petit pitchoun qui a du mal à générer de la vitesse, essaye d'améliorer en gros tes points forts pour pouvoir faire que tu prends du plaisir. Mais si tu commences et qu'effectivement on se rend compte en plus que la distance ça devient un phénomène clé dans les stats, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui amène vers le bon score et le très bon score, si tu es capable d'en générer, fonce mon ami. Deviens plus Bryson DeChambeau que ami du petit jeu, quoi. Après, si effectivement tu commences, tu as 40 piges, que tu as du mal à générer de la vitesse, améliore ce qui pourra t'améliorer. Si toi, dans ta vie, en gros, ton objectif, c'est juste d'essayer de faire 18 putts, prends ton temps pour arriver au green. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve perso qu'en gros, moi, ce que j'adore dans le petit jeu, et c'est surtout en match play. C'est-à-dire la faculté de dire à un mec qui t'a mis 50 mètres, je vais quand même t'avoir, t'inquiète pas, mon pitchwing. Le trou, tu vas le perdre même si tu mets 50 mètres. Et ça, je trouve que c'est... Après... moi j'ai construit, on appelle ça mon jeu par la force de l'habitude d'être systématiquement le plus court. Donc après, tu le vis bien ou tu le vis mal, essaye de bien le vivre si en gros tu veux essayer de t'amuser au golf, quoi. Donc t'es pas frustré parce que tu es le premier à jouer, quoi. Tu profites d'être le premier à jouer pour mettre la pression sur tes adversaires en disant je suis plus qu'un chip putt du par, quoi. Arrive au clubhouse à la fin de ses parties en disant putain, j'ai eu vachement l'honneur, mais sur les seconds coups, quoi.
Ah ouais, non, mais je crois que quand j'avais fait le Grand Prix de Côte d'Albâtre, quand j'avais vu Marion Ricardo, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une fameuse ancienne golfeuse professionnelle, je crois que j'ai dû terminer ma journée à Etretat avec 2 greens en régulation. Et c'était pas un si mauvais parcours. Donc voilà, après, voilà, moi, j'y arrive pas, j'essaye, hein, c'est-à-dire que voilà, j'aimerais bien avoir 2 clubs de moins à jouer et que, en gros, sur des par 4 qui sont un peu longs, avoir plutôt un fer 7, 6 à jouer plutôt que mon petit bois 3 ou hybride sur un green qui est globalement pas réceptif avec un bunker devant en limite derrière. Bah, je préférerais, mais bon, sauf que comme je sais qu'à un moment ou à un autre, mon bois 3 va marcher moyen, bah, je joue fer 7, fer 7. Et puis bon, bah voilà, au pire, je ferai bogey. Voilà, après, c'est comme McDonald's, hein, placement de produit. Voilà, faut vivre comme on l'aime. Voilà, après, l'essentiel est juste de réussir à prendre du plaisir en golf. Donc, si effectivement ça te frustre de prendre 40 mètres, va voir ton pro, essaye de trouver un moyen pour générer de la vitesse, n'importe quoi, voilà. Et puis, amuse-toi. Ouais, c'est ça, par de bleu. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est que ça devient un argument marketing. C'est-à-dire que chaque année, comme l'iPhone est chaque année plus puissant, bah là, tu as le nouveau driver de chez Pépette, voilà, qui va 10 mètres plus loin, 15 mètres plus loin, 15. Voilà. Ça me saoule. Voilà, ça me saoule. C'est génial pour éventuellement les pros, c'est génial pour les petits qui vraiment débutent leur golf et créent leur swing. Pour nous, voilà, fais-moi des clubs plus tolérants, s'il te plaît, plutôt qui vont 15 mètres plus loin, mais 15 mètres plus à gauche ou à droite. Inconsciemment ou peut-être consciemment, tu as fait exactement ce que Olivier dit, c'est-à-dire que tu as développé tes points forts. Tu sais que tu pourrais gagner un peu de distance, mais en fait, ton point fort, c'est ton petit jeu, ta capacité à sortir des parts, même quand tu n'es pas en bonne situation. Bah, tu développes ça plus que le reste parce qu'en fait, le golf, hein, c'est clairement ça, c'est qu'on a des atouts, il y a des choses qu'on a à travailler, qu'on a à améliorer, mais en fait, il faut passer beaucoup plus de temps à travailler ce pour quoi on est bon déjà, parce que ça te permettra de rattraper tout le reste. Donc oui, tu travailles forcément un peu tes points faibles, on ne peut pas les laisser devenir de plus en plus mauvais, mais par contre, faut déjà... Enfin, je sais que vous avez fait un podcast là-dessus, mais imaginez, il y a un truc que vous maîtrisez et vous entraînez encore plus dessus, vous allez encore plus maîtriser le sujet en termes de confiance et en termes de bien-être, on ne peut pas faire mieux, quoi. Tu vas maîtriser ton sujet de E à Z et tu sais que le mec qui pote bien, par exemple, le mec, il sait que quand il tape pas bien, machin, il se rattrapera au putting parce qu'il y passe tellement de temps. Enfin, c'est bonheur, quoi. C'est le bonheur. Après, c'est comme tout aussi, il y a aussi un impact sur la typologie des parcours. C'est-à-dire que il va y avoir des golfs où effectivement être plus long et nécessairement, enfin, ne sera pas coûteux. C'est-à-dire que plus loin tu seras, mieux ça sera. Et puis des golfs style le golf national, où grosso modo, plus long, c'est bien, mais tu as intérêt d'être un peu précis, quoi. Donc là, suivant les endroits où tu joues, si effectivement envoyer des crocs parpaings d'entrée, pour moi, ça veut dire à peu près envoyer des crocs drive à 210, tomber de drive, non, après la roule. Voilà, après c'est comme tout. Après, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que si tu joues sur un golf autoroute, vas-y, mais des sacs, quoi. Et si tu joues à être retard par vent, essaie d'être intelligent. La vraie question, c'est... la vraie question. La question, c'est est-ce que vous voulez gagner des coups ou est-ce que vous voulez gagner de la distance? Parce que la plupart du temps, les gens veulent gagner de la distance en pensant qu'ils vont gagner des coups. Et au final, c'est pas forcément le cas, quoi. C'est que si tu veux gagner des coups, déjà, si tu passes de 35 putts à 31, tu vas déjà en gagner 4. Et tu n'as pas besoin de taper fort. Non, mais après, tu as raison. Enfin, Lionel, l'idée, c'est que tu as beau taper 20 mètres plus fort, si après que tu es un fer 7 ou un fer 9 dans les mains, tu n'arrives pas à prendre le green, le problème, il restera le même. Non, mais c'est-à-dire que, bravo, tu tapes plus fort, mais ça solutionne pas le problème, quoi. T'arrives toujours pas à prendre les greens en régule. Donc, oui, ça va aider parce qu'un jour, tu les prendras, ces greens en régule, donc ce sera plus facile d'être près du drapeau avec un fer 9 qu'avec un fer 7, mais avant même d'aller chercher à taper plus fort. Alors, je parle pas pour des néo-golfeurs, je parle pour des golfeurs, parce que le néo-golfeur, clairement, c'est comme avec les enfants, le premier objectif, c'est ça que dedans. Voilà. Tu la tapes fort et après, on ajuste. Mais pour des gens qui jouent au golf déjà depuis des années,
je pense qu'il y a quand même beaucoup de points à gagner ailleurs que sur le gain de distance. Après, chacun, enfin, voilà. Et puis, franchement, aller gagner de la distance, ça demande énormément de travail parce qu'il faut travailler sur le physique, il faut travailler sur la technique. Enfin, c'est des heures et des heures d'entraînement avant de réussir à gagner 10 mètres. Enfin, donc, est-ce que ceux qui ont envie de gagner de la distance et qui comprennent que c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, est-ce qu'ils sont prêts à investir autant de temps? Parce que c'est un peu l'idée. Je pense qu'il faut aussi réaliser que ça se fera pas comme ça du jour au lendemain. On gagne pas. Moi, je sais que je m'entraîne plus. Maintenant, quand je joue, maintenant que je m'entraîne plus comme avant, juste le fait d'avoir arrêté de m'entraîner, j'ai pris un peu de poids, j'ai un peu moins de muscles, etc. Juste ça. Je joue encore pas trop mal. Mais j'ai dû perdre, allez, pas loin de 5% de ma distance. C'est énorme. Les drives, autant au fer, ça va encore à peu près, mais au drive, j'ai l'impression de ne plus avancer. Et comme le peu de fois où je joue avec des mecs qui sont 4 de handicap, je pars des mêmes boules que je prends 40 mètres au drive, ben, c'est effarant. Enfin, sincèrement, ça fait peur. Mais bon, bah, c'est comme ça, il faut s'entraîner. Je sais que si demain je me mets à m'entraîner, aller jouer ne serait-ce que 2 fois par semaine, ça va revenir. Mais il faut y passer du temps. Si en plus demain je voulais gagner de la distance par rapport à avant, mais ça me demanderait un travail colossal. Non, mais moi, je m'entraîne jamais autant au bunker que quand je fais une partie de golf. Hein. C'est ça, exactement. Et je pense que pour le prochain thème, à mon avis, on pourra même suggérer de savoir en gros quelle est la proportion de gens même qui vont s'entraîner. Et qu'est-ce qu'on appelle entraînement? Est-ce qu'en gros, c'est taper 20 balles juste avant son parcours? Est-ce que c'est d'avoir une démarche en disant, bah voilà, je vais taper 50 wedges, 60 wedges, 70 wedges pour essayer d'aller chercher les distances? Ça, ce serait bien. Mais... Non, je dis conclusion comme tu dis, pour l'amateur lambda, je pense que la conclusion, c'est OK, on fait un peu ce qui nous fait plaisir, mais dans l'idée, l'amateur lambda, il a plein d'autres choses à travailler avant de gagner de la distance. Le néo-golfeur, oui, il va chercher la distance. L'excellent golfeur, oui, il va chercher la distance. Le mec entre les deux, il a d'autres choses à bosser. On enchaîne avec le troisième et dernier de nos thèmes, à savoir le golf professionnel. Et puisque c'est encore le début de saison, je vous propose de faire un focus sur nos tricolores, garçons et filles. Avant d'ouvrir le débat, je vous donne quelques chiffres. Chez les garçons comme chez les filles, on a 3 joueurs, donc 3 joueuses, dans les 200 premiers mondiaux, à la différence près que chez les garçons, le premier, c'est Victor Pérez qui est 103e. Ensuite, on a Julien Brun, 120e, et Antoine Rosner, 132e. Chez les femmes, Céline Boutier, 22e, Perrine Delacour, 103e, et Pauline Roussin-Bouchard, qui est déjà arrivée à la 148e place. Elle était encore à la 400e et quelques il y a 3 semaines, je crois. Côté répartition sur les différents circuits, on a un Français sur le PGA Tour, avec Paul Barjon, ce qu'on n'avait pas eu depuis 14 ans, je crois, avec Thomas Levé, il me semble, qui était en 2008, je crois. Et puis, on a donc 5 filles, en revanche, sur le LPGA, qui est l'équivalent du circuit PGA Tour pour les femmes. Côté victoire, on en a eu une seule sur l'European Tour, qui était encore l'European Tour en 2021, avec Antoine Rosner pour les garçons au Qatar. Donc, ça va bientôt faire 1 an. Et 3 sur le Ladies European Tour en 2021 avec Lucie Malchiran, Pauline Roussin-Bouchard et Céline Boutier, et une sur le LPGA avec Céline Boutier. En 2022, on parle de 2022 parce que c'est la saison qui est en cours et puis que c'est difficile de se projeter au-delà tellement le golf va vite, mais est-ce que le golf tricolore va devoir son salut aux filles ou est-ce que les garçons peuvent tirer leur épingle du jeu cette année? Va devoir son salut, c'est horrible comme phrase. C'est voilà. En tant qu'on va appeler ça, moi, donc il y a même pas de comparaison entre les filles et les garçons. Je pense que voilà, il y en a plus. La seule différence, moi, en tant qu'on va appeler ça golfeur amateur français, c'est que malheureusement pour moi, c'est pas Canal qui a les droits de distribution du golf féminin, et donc ça devient compliqué de voir du golf féminin quand au même moment, grosso modo, tu as le PGA versus LPGA.
Pour le reste, il est évident que je pense tu peux t'arrêter à peu près depuis qu'en gros Victor a participé à une Ryder Cup. Je pense que depuis, le golf féminin martyrise le golf masculin. Sauf que ici, en France, elles n'ont peut-être pas la notoriété, je ne sais pas, qu'elles devraient ou qu'elles pourraient avoir ou qu'elles seraient supposées avoir comparé à ce qu'elles font par rapport aux garçons. C'est peut-être un problème de détenteur de droit. C'est peut-être, je sais pas, le côté machiste du sport en France ou des Français peut-être, mais voilà. Donc pour moi, elle devra pas, enfin, ça sera pas le salut. C'est déjà le salut depuis une dizaine d'années, et c'est pas une mauvaise nouvelle en fait. Il faudrait juste que ça soit plus exposé ou que ça amène plus de réussite sur le golf en France. Alors, la question, c'est peut-être moi qui l'ai mal posée, mais c'était aussi de savoir est-ce que les garçons, on peut compter sur une victoire des garçons en 2022 Sur le Tour européen, je pense que oui. Après, Paul est en train d'apprendre le PGA. Il peut peut-être gagner. Je pense que peut-être son objectif, c'est d'essayer de conserver sa carte. L'idée de conserver sa carte, c'est quelque chose que tu ne te poses même pas pour Céline. Et où tu te dis que grosso modo, Pauline, c'est presque une évidence qu'elle va pas conserver, qu'elle va avoir, enfin si, qu'elle va conserver sa carte sur le LPGA. Donc ça veut dire qu'en gros, tu vas peut-être, t'as 2 filles minimum où tu te dis, bon, c'est bon, l'année prochaine, elles seront là. Chez les garçons, on est pour l'instant en train d'espérer que Paul le fasse. C'est probable, j'espère. Après, sur le European Tour, oui, ils pourront gagner. Mais si c'est des tournois mineurs, ça vaut quoi? Moi, je pense que tu as tout dit, Lio. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est clair. Je pense qu'on va encore avoir plus de joie grâce aux filles qu'aux messieurs encore cette saison. Tout simplement. Hein. Elles sont impressionnantes, quoi. Même Céline. Hein. Il y a pas. Et puis Gugu a tout dit aussi, quoi. Je veux dire, le gros circuit mondial, on va dire pour le moment, hein, on verra ça avec l'annonce du Players. Mais en tout cas, le gros circuit, c'est le PGA, et puis il y a qu'un Français dessus, quoi. Et puis effectivement, c'est dur à toutes les semaines, on le voit. Hein, donc il va falloir qu'il cravache pour conserver sa carte. Il l'a très bien fait d'ailleurs. Il a quand même failli en gagner une. Hein, faut pas oublier. Je pense qu'il va être capable de reproduire ce genre de performance. Et puis, c'est tout, quoi. Malheureusement, c'est tout. Enfin, mais vraiment, malheureusement, parce qu'on avait tellement d'ambition pour Pérez, par exemple, et bon, on souhaite tous qu'il revienne, quoi, qu'il aille là ou pas, mais au moins qu'il revienne dans les 50 mondiaux, puis tu sais qu'on ait un Français, au moins dans les 50, quoi, du côté homme. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Il y a beaucoup de talent, mais il manque ce mec qui sort du lot, quoi. Enfin, vraiment, au niveau mondial. Ben, les filles, elles ont déjà sauvé effectivement la saison 2021. Et sur la deuxième partie, en termes de palmarès, les titres gagnés par Céline Boutier, c'est impressionnant. Et j'ai l'impression que la médiatisation, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait depuis mi-août. Elle gagne sur le LPGA, elle gagne l'Open de France. Elle est dans l'équipe de Solheim Cup, qui gagne aux États-Unis. Et là, depuis novembre, elle a, en termes de performance, elle est dans le top 10 mondial. Et elle a gagné un nombre de points dans le classement mondial je pense que c'est elle qui a gagné le plus de points depuis 4-5 mois. Après, il y a l'arrivée aussi de Pauline. Avec les Q-School, je trouve que médiatiquement, ça a un peu éclipsé, je trouve, l'exploit de Céline Boutier. Après, sur 2022, on espère des victoires chez les filles. Une victoire majeure de Céline Boutier, une première victoire pour Pauline Roussin-Bouchard, plus des bonnes places pour Agathe, Céline et Perrine. Après, les garçons sur l'European Tour, on espère des retours. On espère surtout des retours. La confirmation pour moi de Pavon, que je trouve très solide, que je trouve plutôt prometteur. J'espère qu'il va confirmer par une victoire cette année.
J'espère le retour de Lorenzo Vera. Et puis, j'attends beaucoup de Rosner. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une victoire du Buisson. Donc, une densité voilà, chez les garçons, mais qui doit se confirmer par des victoires ou au moins des places d'honneur plus fréquentes. Julien? On va dire des choses très intéressantes, mais déjà, je pense que Pauline Roussin-Bouchard gagnera un majeur avant Céline Boutier. Moi, je suis hypé de ouf par cette dame-là. C'est vraiment... voilà, j'adore la joueuse. J'en ai pas regardé beaucoup du golf féminin, mais je sais que quand je regarde, c'est qu'elle est là. Après, voilà, on n'est pas passé loin d'une victoire de Dubuche, donc déjà, gros début d'année 2022 en termes de golf pour moi. Mais je pense que oui, non, il n'y a pas de débat. Vous avez tout dit. Il n'y a pas de débat. Si on ne veut s'intéresser qu'aux Français, aux tricolores dans le golf, comme dirait l'autre, c'est pas ça qu'il dit, mais on n'a pas les droits, quoi. Donc, il faut regarder les filles, évidemment. Je rejoins Olivier sur le manque de caisse de résonance des femmes, quoi, des résultats féminins. Alors là, pour le coup, la FF Golf les met en avant, évidemment. Mais c'est vrai que dû à l'absence de médias et que le média numéro 1 du golf télévisuel, c'est Golf Plus et qu'ils n'ont pas les droits, hormis les majeurs, 3 majeurs qu'ils doivent avoir, je pense, avec l'US Open, l'Evian et le British, où ils ont remporté le lot. Mais c'est vrai que du coup... Golf Channel a beau faire les choses bien, ils sont quand même limités par leur manque d'audience, entre guillemets. On n'a pas entendu encore la principale intéressée, la partie féminine de cette équipe. Ouais, évidemment, moi j'aime pas le terme que Gurvan a utilisé, martyriser les hommes se font martyriser par les femmes. Je pense qu'on peut pas les mettre en opposition homme-femme. Enfin, c'est vraiment, je vais aller presque jusqu'à dire que c'est 2 sports différents dans le sens où il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de concurrence chez les hommes. C'est encore plus dur chez les mecs d'accéder au haut niveau. Enfin, c'est parce qu'il y a encore plus de joueurs. Donc, on ne peut pas vraiment les mettre en concurrence. Mais si on parle en termes de résultats purs, oui, on aura forcément en 2022 beaucoup, beaucoup plus d'excellence chez les femmes que chez les hommes. Vous avez évoqué toutes les joueuses, etc. On a peu parlé des filles qui sont sur le circuit européen, mais il y a aussi beaucoup de Françaises sur le circuit européen féminin. Alors, on sait que c'est pas un circuit qui est particulièrement aimé par les médias, etc. Mais c'est quand même un circuit où ça joue au golf. Ça se bagarre, comme partout. Donc, il y a beaucoup de Françaises vraiment partout. Elles sont finalement proportionnellement presque plus nombreuses que les mecs sur les circuits respectifs. Et en plus, elles sont plus nombreuses et en plus, elles sont proportionnellement meilleures, puisque tu l'as évoqué, Lionel, avec leur place au ranking mondial. Voilà, on a quand même du gros lourd chez les nanas. Ça joue vraiment, ça joue bien. Il y a eu plein de victoires l'année dernière. Je suis sûre que c'était pas un hasard et qu'il y en aura de nouveau cette année. Alors, évidemment, ça semble un peu plus facile vu le nombre de joueuses sur le circuit européen qu'il y ait une autre victoire sur le circuit européen, mais parce que sur le LPGA, le niveau est tellement dingue qu'on peut pas garantir, enfin, on peut jamais garantir, c'est du sport, donc c'est un peu compliqué, mais c'est plus difficile à pronostiquer sur le circuit américain, mais clairement, moi je serais pas étonnée qu'il y ait 1 ou 2 victoires sur le LPGA des Françaises, parce que le niveau est dingue là. Vous parlez de Pauline et Agathe. Moi j'ai vu Agathe cet après-midi, j'ai pris un café avec elle, c'était sympa. Je veux dire, c'est plein de fraîcheur, quoi. Pauline et Agathe, c'est aussi les nouvelles arrivées, l'enthousiasme. C'est un petit coup de fraîcheur aussi sur le LPGA côté français. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses que cette année. Je trouve ça... C'est génial. Je pense qu'il va y avoir une émulation même entre elles. Elles vont toutes se tirer les unes et les autres vers le haut parce que je pense que globalement il y aura une plutôt bonne entente et du coup ça va être génial. Je sais que Karine, pour en avoir parlé un peu avec Agathe, Karine lui a dit, Karine Hichet lui a dit,
si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, conseils, etc. Enfin, je crois que la France, les joueuses françaises, alors je ne peux pas parler pour les hommes, mais je sais que pour les femmes, ça n'a jamais été aussi soudé. Donc je pense qu'il y a aussi un truc, une sorte d'émulation qui se crée où on a envie, alors je ne veux pas dire qu'on a envie de voir ses copines mieux jouer que nous, on va pas aller jusque-là, c'est pas ça, mais on a envie de voir les Françaises entre elles, on a envie de les voir gagner parce qu'on sait que si la copine peut le faire, on peut le faire nous aussi. Donc c'est vraiment se tirer vers le haut, c'est se dire on s'encourage parce qu'on est dans le même bateau, on est dans la même galère, parce que arriver sur un circuit comme ça, c'est difficile, faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on y a accédé que c'est gagné. Et je crois que depuis quelques années, tout le monde l'a compris, l'entraide, c'est quelque chose de primordial, et c'est aussi pour ça qu'on a autant de bons résultats chez les filles, parce que c'est pas toujours les mêmes qui gagnent, parce qu'il y a une vraie entraide et qu'il y a une stimulation, et ça c'est assez génial. Enfin, moi je suis assez admiratif de ça, et c'est ce qui m'enthousiasme par rapport à l'avenir du golf féminin français, hein. Alors, le golf masculin, il a évidemment aussi beaucoup d'avenir, mais il y a moins de fraîcheur. Il y a des joueurs qui sont déjà depuis quelques années, et du coup, c'est moins simple. Les mecs sont là et on peut s'endormir un peu quand on est là depuis un moment et qu'il n'y a pas de petites personnes derrière pour te stimuler, pour te pousser un peu au cul. Donc, je pense que c'est un peu plus compliqué pour les gars. Non, mais tu as raison de reparler du Ladies European Tour, parce que autant on a eu l'impression que le partenariat PGA, European Tour, DP World maintenant, a un peu été un moyen pour le PGA de phagocyter l'European Tour, même s'il va y avoir 2 tournois de l'European Tour qui vont avoir lieu aux États-Unis, même si, il y a pas mal de choses. Et autant le partenariat entre le LET et le LPGA a vraiment regonflé le LET, quoi. Où cette année, on se retrouve avec plus de 30 tournois, ce qui n'était pas arrivé depuis 15 ans, plus de 24 millions de dollars de dotation. Enfin, bon. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de talents. On sent qu'il y a plein de talents sur le Ladies European Tour qui demain iront sur le LPGA. Et on a vraiment l'impression que le LET est un tremplin, là où le DP World Tour ne ressemble plus du tout à un tremplin pour le PGA Tour. Eh ben, en tout cas, pour résumer, sincèrement, il me tarde. Alors, je sais, je suis hors sujet. Hein, je parle pas de 2022, mais il me tarde d'être aux Jeux Olympiques de 2024 avec l'équipe de France, en espérant qu'on puisse avoir non pas 2 filles, mais 3 ou peut-être même 4. Et il me tarde éventuellement que Thierry David puisse éventuellement lancer un appel d'offres et créer une nouvelle chaîne qui puisse avoir genre le canal Golf plus 2 sur lequel on a les retransmissions du LPGA. Et puis il me tarde que l'équipe de France via la FF Golf se présente pour faire une Solheim Cup. Et là, je pense que si on a ça, on a une genre de constellation qui pourrait probablement améliorer considérablement, au moins en France, la vision qu'on a des filles et la vision surtout des exploits que font nos filles. Enfin, des exploits qui se banalisent. Non, mais Gugu, il s'emballe avec 4 Françaises aux Jeux Olympiques. Enfin, et 2, on en aura, c'est sûr. 4, il faut qu'on ait 4 dans le top 10, quoi. Enfin, t'emballes pas, Gugu. Ce serait déjà un miracle qu'on ait. Enfin, pas un miracle, mais ce serait déjà vachement bien qu'on ait 2 joueuses dans le top 10 mondial, quoi. Donc, mi-février, tu es déjà en train de casser mes rêves. Mais ça te coûte quoi, madame? Ça te coûte quoi? Non, mais vaut mieux les briser tout de suite. Comme ça, tu peux t'en recréer de nouveau un peu plus réaliste. Non, mais bon, c'est clair que ces demoiselles vont sans doute nous faire bien plaisir cette année. Enfin, on l'espère en tout cas, que la tendance va se confirmer. Et puis on espère évidemment que les garçons vont se réveiller. Mais c'est vrai que les résultats de début d'année sont quand même pas si mauvais que ça pour les places d'honneur, on va dire, entre celles de Victor Dubuisson, Mathieu Pavon, le top 10 de Julien Guerrier aussi. Mais on sent que ça n'offre pas les mêmes, ça n'annonce pas le même potentiel, on va dire. Bon, ils nous feront mentir. On peut compter sur eux. C'est donc l'heure du quiz et de la seconde manche du championnat 2022. Maître Julien,
a fini de préparer ses questions pendant le débat. C'est pour ça qu'il n'a pas donné trop son avis, mis à part qu'il est amoureux de Pauline Roussin-Bouchard. Ok, Julien? Je rappelle les scores ou c'est pas la peine? Donc Lionel en tête, 3 points. Tout le monde à 0 sinon. On joue aujourd'hui pour la bagatelle de 7 points. Ouais, beaucoup de points à gagner. Donc beaucoup de points à perdre aussi pour d'autres, évidemment. Je vais vous donner on fait 2 petites épreuves, toujours pareil, avec un qui suis-je à la fin. La première épreuve, c'est je vous donne les 5 premiers d'un tournoi majeur et vous me dites de quel tournoi majeur il s'agit. Je vous donne les 5 premiers en commençant évidemment par le 5e. Des fois, c'est le 4e parce que le 5e, ils étaient 27. Je vous donne en fait le 4e, très rapidement le 3e, le second et le premier. C'est le premier qui balance le nom qui prend le point, ok? C'est le tournoi et l'année ou juste le tournoi? Vous voulez qu'on fasse 2 points par truc, le tournoi et l'année? Oh, c'est toi qui décides. Bon, j'accorde le point que si c'est complet alors. Allez, c'est parti. Premier tournoi. 4e, Ram. 3e, Spieth. 2e, Fowler. Premier, Patrick Reed. Le Masters de ça en 2018. 1 point Marion, 1 point Lionel. Masters 2018. Oui, mais moi, j'ai pas dit la date. Oui, mais Lionel a dit 2018. Deuxième tournoi. 5e, Kirk. 4e, Jutta Nuggarn. 3e, Ko. 2e, Alto Mare. Evian en 2020. Evian 2020. Non. 2019. 2019. 2020. C'est la victoire d'Anna Nordqvist. C'est 2020. 2020. C'est Non. 2020. Mais vous arrêtez de jouer 28 fois ou pas là? Vous n'avez pas compris les règles? Parce que attends. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Non. Cyril, c'est ton moment. 2017. Ouais. Evian 2017. Voilà. Troisième tournoi. Égalité Westwood-Harrington à la 5e place. Monsieur Huston 4e. Monsieur Ernie Els second. Monsieur Tiger Woods premier. PGA Championship. British Open? Non. Non, c'est US Open. Ouais, c'est l'US Open, Lionel. 2000. 2000, effectivement. Il est trop fort. 12 et 3, la différence, je crois, entre le premier et le second. Nickel. Un tournoi bien serré. 4e tournoi. Buhai, je pense qu'on se dit comme ça. Pressel. Jin Young Ko, 3e. Lizette Salas, second. British Open 2019. Oui. Victoire de Shibuno. Victoire de Shibuno, c'est ça. Dernier tournoi. Saiki, Thierry, Pico, Rancorani, Ricordo. Blue Green de Saint-Quentin 2014. En épreuve amateur. Terre Blanche, Ladies Open. Non. Vous êtes éliminés tous les deux. Marion, elle ne sait même pas. Alors, non, mais parce que le deuxième nom, tu l'as pas bien dit, c'est Roncoroni. Rancorani, peut-être. Je ne sais pas faire les O ou les A. C'est le Grand Prix de l'Ailette 2021. C'était exactement ça. Il voulait tellement pas que je finisse la journée à 0. Et il nous reste un petit qui suit. Bon, évidemment, il y en avait un qui n'était pas un majeur. Hein. C'était évidemment Lévian. Allez, c'est parti. Donc j'ai gagné un majeur. Tu as gagné un majeur. Oh la vache. Allez, c'est parti. Je suis né le 14 mai 89. Et puisque vous aimez bien réviser les signes astrologiques, c'est un taureau. Ou une taureau, peut-être. Très vite, je représente mon pays dans le championnat du monde amateur. Je participe à 2 reprises à la Solheim Cup Junior.
pour le compte de l'Europe en 2005 et 2007? Isabelle Boineau. Non. T'as que 2 réponses possibles. Ça n'a plus qu'une. Je participe aussi au Ladies Open Amateur en 2008. Puis je pars faire mon cursus universitaire à la fac d'Oklahoma State en 2008. Je passe l'année d'après mes cartes du Tour européen et je gagne 3 ans après mon premier trophée sur ce tour. Ce sera d'ailleurs le seul au South African Open. Sur le LPGA, je ne remporte également qu'un titre, le Manulife en 2016 devant Minjili et Kariniché. Caroline Édouard. Paf Caroline quoi? Édouard, c'est pas ça? Non. Oh non! Hop, Marion est éliminée. Mon meilleur résultat en majeur, c'est une 3e place à l'Open britannique en 2017. Et je participe à 4 Solheim Cup en 2013, 2015, 2017 et 2019. Pour 3 victoires, 8 défaites et 3 nuls. J'ai épuisé tous les indices que je pouvais vous donner. Il m'en reste 2 qui sont vraiment des indices à partir desquels il y aura de la rapidité. Donc si vous voulez tenter un nom maintenant, c'est peut-être l'opportunité. Puis après, on part sur la rapidité. Azahara Munoz. Non. Quand Marion a donné une réponse, elle avait le bon prénom. Ah, c'est l'allemande, Caroline Masson. C'est effectivement un prénom complètement français. C'était mon dernier indice. Puisque c'est Caroline Masson. Et Gurvan, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur le podium. Absolument. Tout le monde est à 0, sauf Marion qui est à 4 points et Lionel qui est à 6. Ah oui, non, pardon. Lionel, t'avais 3, tu es à 9. Tu es à 9. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est comme la NBA. Il y a un salary cap, tout ça, pour renouveler les niveaux. On va trouver des épreuves où il n'aura aucune chance. Ne vous inquiétez pas, les garçons. Bon, une pensée pour Cyril qui a entendu un mot sur 10, donc qui a eu du mal à participer parce que avec sous 1 mètre de neige, forcément, au bout d'un moment, on ne capte plus. Donc, La dernière, j'ai tout entendu, mais j'aurais jamais. Je suis pas assez pointu avec les connaissances. Non, mais parce que autant Gugu, il est habitué à faire toute une saison sans marquer un seul point, autant je pense que vis-à-vis d'Olivier, ça serait bien de lui faire marquer 1 point ou 2 parce qu'on va le perdre en cours de route. Bon, bah, ça marche. C'est la fin de cette émission. Merci Marion, Cyril, Gurvan, Julien et Olivier. On se retrouve le mois prochain, c'est-à-dire quelques jours avant les 2 premiers majeurs de l'année. Le Chevron Championship pour les femmes, qui aura lieu du 31 mars au 3 avril, et le Masters la semaine suivante pour les hommes. Merci la team de votre participation et de votre générosité dans l'effort. Merci à nos auditeurs qui seront allés au bout de cet épisode. On se retrouve sur le blog et sur Twitter. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Et merci à Inesis, Apple, iPhone et au Grand Prix de l'Ellet, organisé par Blue Green. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt.